Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Quel mécanisme pour réussir la réconciliation au Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Pays de tradition ancienne, les communautés étaient réconciliées grâce à des mécanismes traditionnels. Cette façon de faire visait à prévenir les conflits à travers des alliances, plaisanteries, totems, mariages, masques, contes, palabres, tribunaux traditionnels, entre autres. Ceux-ci sont-ils toujours pris en compte dans les initiatives de réconciliation? Quels sont les mécanismes de réconciliation de nos jours en prélude à la journée nationale de réconciliation? Studio Tamani pose le débat sur les mécanismes de réconciliation au Mali. Nos invités, Abdelmajid Halidou Maïga du ministère de la Réconciliation nationale, Oumar Sidi Sango, communicateur traditionnaliste, Dr Yacouba Dogoni, sociologue. Je suis Imrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Dr Yacouba Dogoni, dites-nous quelle définition peut-on donner à la réconciliation? Très bien, donc je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je profite également pour remercier les représentants du ministère de la Réconciliation. Ce ministère fait un travail extraordinaire dans le cadre de la réconciliation au Mali. Et quand je parle de la réconciliation, il s'agit de créer maintenant les bases de créer les bases d'une refondation sociale au Mali, notamment à travers la prévention et la gestion des conflits, mais aussi à travers les systèmes de réparation et de cohésion sociale, mais également mettre en place des systèmes ou encourager des systèmes de réconciliation locaux qui existaient déjà dans les communautés, mais également profiter de l'occasion également pour s'inspirer des modèles qui existaient déjà dans les localités et qui sont efficaces jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Donc, en parlant de la réconciliation de façon globale, je dirais que c'est un processus qui permet aux gens alors de maintenir le vivre ensemble, alors de renforcer la cohésion sociale, de réparer les préjudices qui ont été commis lors des différentes crises, mais également de permettre aux gens de vraiment de se donner la main pour que les pays puissent connaître la paix. Oumar Sidi Sango, vous êtes communicateur traditionnaliste. Dites-nous, est-ce que vous partagez cette définition donnée par Dr Yacouba Dogoni? Pardon, je peux vous répondre la question parce que je ne vous entends pas très bien dans mon téléphone. Je disais, quelle définition peut-on donner traditionnellement au vivre ensemble? Disons que je commence d'abord par saluer les invités sur le plateau en direct du studio Tamani et saluer aussi toute l'équipe de studio Tamani pour l'intérêt que vous portez aux mécanismes traditionnels de réconciliation ou de prévention des conflits intercommunautaires. Alors, dans la société malienne, en général, il y a des mécanismes pour prévenir, éviter qu'il y ait conflit avant même de parler de réconciliation. C'est quand il y a conflit et que le conflit éclate et oppose des protagonistes qu'on peut parler d'éteindre le feu et d'envisager une réconciliation. Nous allons en parler de si vous permettez, nous allons parler de ces mécanismes plus tard, mais nous voulons savoir que signifie réconciliation. En fait, se réconcilier, ça veut dire se pardonner d'abord. Ce n'est pas seulement réconcilier des communautés, mais la réconciliation, ça se fait même entre un couple en voie de divorce. Et c'est ce que je voulais évoquer en parlant des mécanismes traditionnels tout à l'heure. La réconciliation, c'est d'abord quand il y a conflit. Et en général, dans la société malienne d'hier, il n'y avait pas trop de conflits parce qu'on les prévenait avant. Donc les mécanismes de réconciliation étaient peu utilisés. Mais la réconciliation, c'est simplement un mécanisme qui permet à des antagonistes, à des protagonistes dans un conflit, d'accepter de s'asseoir autour d'une table de discussion ou sous l'arbre à parade, échanger et se dire certaines vérités et se pardonner pour reprendre la vie commune ensemble. Alors, traditionnellement, quelle valeur a la réconciliation? Dans notre société traditionnelle, la réconciliation repose sur surtout le sens du pardon, le sens de l'amour du prochain.
Et cela avait prévalu jusqu'à une date récente dans notre pays. La réconciliation a un sens éminemment important. Chaque fois que deux communautés, deux familles, deux fractions acceptent de se pardonner, de se réconcilier et d'enterrer la hache de guerre, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la société malienne. Abdelmajid Halidou, comment vous vous situez dans ces deux définitions qui viennent d'être évoquées? Merci beaucoup, Mourani. Et je vais remercier M. Dogonou et celui qui est au téléphone avec nous, Sanko. Donc, je voudrais aussi remercier et saluer les fidèles auditeurs de Studio Tamani. Pour ce qui concerne la définition de la réconciliation, je voudrais me permettre de donner une définition plus simple à cela. La réconciliation, on peut dire que c'est un processus visant à rapprocher deux ou plusieurs personnes vers la voie de la paix. Voilà, c'est un processus parce que ce n'est pas quelque chose qui doit être fait et aboutir à un résultat immédiat. C'est quelque chose qui doit être fait et suivi. C'est un processus qui doit être réalisé au cas par cas en fonction du niveau des tensions, en fonction des protagonistes et en fonction des acteurs en face. Donc, et ça peut durer comme ça peut être rapide. C'est pourquoi il dit que c'est un processus qui vise à amener deux ou plusieurs acteurs vers la paix. Bientôt, il y aura une semaine de réconciliation nationale. D'où est venue l'idée de cette semaine nationale de réconciliation? Merci beaucoup. La semaine nationale de la réconciliation est une recommandation des Assises nationales de refondation. Cette semaine a été d'abord quand on sait que le processus de paix, c'est-à-dire les questions de réconciliation de façon générale, sont au cœur des priorités des plus hautes autorités. Et c'est pourquoi la Semaine nationale de la réconciliation a été instituée. Elle doit avoir lieu chaque année, du 15 au 21 septembre de chaque année. Donc, la Semaine nationale de la réconciliation vise à renforcer la paix et la cohésion sociale entre l'ensemble des fils du Mali. Et qui doit-on réconcilier au Mali? Qui doit-on réconcilier au Mali? On doit réconcilier l'ensemble des Maliens. On doit réconcilier... Ce qui veut dire que l'ensemble des Maliens ne s'entendent pas? Pas dans ce sens que l'ensemble des Maliens ne s'entendent pas, mais dans le sens que les frustrations, à un moment donné, la rupture du tissu social a fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à beaucoup de conflits dans beaucoup de localités et les tensions sont vives dans beaucoup de localités et la confiance qui existait entre les Maliens dans toutes les localités a fortement diminué. Et aujourd'hui, il faut aller vers un processus pour pouvoir réconcilier les Maliens autour. Cette division n'est pas forcément due aux Maliens contre les Maliens, mais c'est peut-être dû à un système qui n'avait pas mis au cœur à un moment donné l'entente, la réconciliation et n'avait pas encouragé le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les Maliens à un moment donné. Socialement, quand faut-il parler de réconciliation? Très bien. Je pense que la question de la réconciliation ne doit pas se réduire seulement au plan social. Ça prend une envergure assez large et qui concerne presque toutes les dimensions de la vie sociale, économique, politique du pays, non sécuritaire. Donc, au-delà de ce que nous venons de constater, en parlant d'abord de la réconciliation, il faut d'abord penser à certains obstacles qui entravent d'abord à la paix.
Donc, si on regarde par exemple l'ouverture de la société malienne, de la manière dont elle est composée et de la manière dont elle a été restructurée, imposée par les organisations de la société civile et même de la communauté internationale, on voit que le Mali aujourd'hui a été structuré en trois zones géographiques. Et si on essaie de voir cette zone géographique, cette répartition, déjà ça c'est un symbole de fissure sociale. Le fait qu'on parle aujourd'hui des régions du nord, des régions du centre, des régions ouest du Mali, ça c'est déjà une forme de séparation et de fissure sociale dont il faut réconcilier, comme il vient de le dire. Maintenant, mais si on prend par exemple à l'intérieur de chaque zone géographique, on se rend compte que les réalités qui font obstacle à la paix alors diffèrent selon les régions. Si vous prenez par exemple la région des Cailles, dans la plupart des cas, on parle de l'esclavage par ascendance ou bien l'esclavage par défait, qui sont des réalités incontestables dans la région de Caille. Vous prenez la région de Koulikoro, c'est également les mêmes phénomènes qu'on observe. C'est également le djihadisme, par exemple, dans le cercle de Banamba. Si vous prenez la région de Sikasso, c'est les litiges fonciers, alors c'est les conflits frontaliers, c'est les conflits entre communautaires, c'est les conflits intragroupes ou intergroupes, c'est-à-dire entre cultivateurs entre eux, autour maintenant de l'occupation territoriale d'un espace agricole. Mais également, c'est aussi des conflits intergroupe, c'est-à-dire qu'un conflit qui oppose, par exemple, un cultivateur à un éleveur. Ça, ce sont des réalités qui existent. Si vous prenez d'autres régions, par exemple, comme Ségou, vous trouverez que les réalités sont presque les mêmes, ou on peut aller même au-delà de cela. Maintenant, jusqu'aux régions du Nord, c'est le banditisme, c'est le trafic de drogue, c'est le trafic d'armes, c'est les conflits entre groupes armés, conflits qui opposent également les groupes armés aux groupes armés terroristes, okay? Parce que dans la région du Nord, il faut reconnaître quand même qu'il y a des groupes armés alors qui ont signé, qui ont participé à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, qui sont toujours vivaces dans la zone. Mais il y a également des conflits qui les opposent aux groupes armés terroristes. Okay, l'État islamique au Grand Sahara, on parle du JNIM, on parle d'autres groupes. Alors, donc, si on regarde maintenant cette forme de structuration de l'État du Mali, on se voit qu'il y a la nécessité maintenant de parler de la réconciliation. Et comment on doit parler de cette réconciliation socialement, comme pour revenir à votre question, c'est-à-dire qu'il faut prendre cas par cas, c'est-à-dire que les formes de conflits qui ont apparu et comment agir maintenant sur ces différentes formes de conflits. Je vous ai parlé tantôt de l'esclavage. Si on prend l'esclavage, comment il faut réagir sur l'esclavage? Comment il faut faire maintenant pour que les symboles ou comme les symptômes esclavagistes puissent disparaître? Ça, ce sont vraiment des réalités qu'il faut peut-être prendre en compte. Si on prend également les conflits ou les crises frontalières, ça également, c'est une réalité qu'il faut peut-être prendre en compte et comment il faut gérer. Donc là, il faut vraiment faire une réflexion assez dense, une réflexion assez poussée pour pouvoir arriver à déceler ce que nous appelons les germes des conflits, afin maintenant d'agir sur ces germes-là et proposer vraiment des solutions qui sont mécaniques, des solutions qui sont automatiquement opposées, invitées par les communautés qui constituent alors des groupes sociaux de réconciliation. Et au Mali, ça ne disparaît pas. Si vous regardez par exemple au Mali, nous avons par exemple plusieurs formes de mécanismes traditionnels de gestion des conflits, de réconciliation et tout cela. Maintenant, ces formes-là sont regroupées en fonction de leur fonction également, ce que je veux dire. Si vous prenez le cas, par exemple, le cas de la fonction de régulation et de contrôle social, vous trouverez que dans la région de Sikasso, par exemple, vous avez ce que nous appelons des rites ordoliques. Ces rites-là sont beaucoup plus importants lorsqu'on les prend en considération dans la gestion des conflits. Parce que là, ça permet non seulement à identifier l'acteur qui a posé préjudice à la communauté, mais aussi de le forcer à jurer. À dire que oui, maintenant, si réellement je suis responsable de ce que les gens me reprochent. Alors là, forcer comment? C'est parce qu'on va dire, vous trouverez qu'il y a ce que nous appelons Dana Ezan dans la région de Sikasso. C'est vraiment une forme qui existe et qui permet, par exemple, à un individu à qui on a reproché d'avoir commis, par exemple, un meurtre, ou que la personne, par exemple, a jeté un sort à un autre individu. Donc, la personne qui est soupçonnée, on l'invite à venir jurer sur la tombe de Dana, en disant, Dana, voilà, voici ce qu'on me reproche. Si réellement je suis l'auteur de ce qui s'est passé, alors que vous pouvez m'arracher tout de suite mon âme. Alors, souvent, si ce n'est pas la personne peut retourner tranquillement au village. Mais si c'est elle, effectivement, qui a commis porté préjudice à l'autre,
autre, effectivement, la personne va mourir. Ça existe. Si vous prenez encore d'autres fonctions, comme la fonction de réparation et de cohésion sociale, là, vous trouverez, par exemple, dans la région des Gao, à Gabero, à Ansongo et plusieurs à Bamba et à Sonia-Libert, vous trouverez qu'il y a des acteurs qui nous appellent, par exemple, des cadis. Ce sont des gens qui interviennent, effectivement, pour juger. Encore les attaques qui sont... Nous allons arriver au niveau des chefferies. Oumar Sidi Sango, vous avez énuméré tout à l'heure qu'il y a des mécanismes traditionnels. À quoi consistaient ces mécanismes traditionnels? Comment étaient ces mécanismes traditionnels? Je vous remercie. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements et de messages importants dans l'intervention de mon fils Famba tout à l'heure. Je voudrais dire que la société malienne, depuis la nuit des temps, repose sur des mécanismes importants de résolution, mais surtout de prévention des conflits entre différents groupes communautaires, entre différentes communautés ethniques, entre différents villages ou entre différentes localités. Ces mécanismes sont des valeurs cardinales de notre société, notamment le cousinage à plaisanterie ou le cousinage tout simplement qui existe entre certaines communautés ou certaines ethnies de notre pays. C'est ainsi que les Dogonons et les Sonraï que nous sommes ne pourront jamais porter préjudice l'un à l'autre en connaissance de cause, car nous nous sommes donné des pactes d'honneur. Nous avons eu des engagements depuis nos aïeux afin que l'un ne puisse jamais porter préjudice à l'autre, ni physiquement, ni dans sa dignité et son honneur, mais que la plaisanterie, le cousinage à plaisanterie puisse permettre de fermenter justement les relations sociales et la cohésion sociale. Je pourrais évoquer le rôle éminemment important des médiateurs sociaux qui sont les Nyamakala. Les Nyamakala, entendez par là les communicateurs traditionnels. Il y en a qui sont des griots et d'autres qui ne le sont pas, mais dont le rôle, c'est justement de prévenir d'abord les conflits au sein de nos communautés. Et s'il y a conflit, de trouver les voies et moyens de les éteindre très rapidement afin que ça ne dégénère en des situations catastrophiques ou dramatiques. Et il y a aussi ce que j'ai appelé les pactes d'honneur entre communautés. Il y a certaines communautés qui se sont jurées, comme l'a dit tout à l'heure Combat du côté de Sikasso, ils vont jurer sur la tombe de leurs ancêtres. De l'autre côté, on jure sur l'honneur et la dignité qu'entre telle et telle communauté, il n'y aura jamais de conflit fratricide et que si cela devait éclater, ils s'engagent à écouter et à entendre la voix des sages qui sont désignés à cet effet et qui sont chargés justement de ramener tout le monde à la raison. Ces mécanismes ont existé avant la charte de Kouroukanfouga et lorsqu'il y a eu la grande rencontre de Kouroukanfouga où de grandes décisions ont été prises, solennellement certaines communautés, certaines familles ont été désignées comme les médiateurs de la société. C'est ainsi que les forgerons ou les noumous, les magots qui sont les tisserands, les cordonniers, les viscérés ou ce qu'on appelle les séqués chez les Soraï ont un rôle en dehors de leur métier qui est de fabriquer ou des chaussures ou de confectionner des habits, de fabriquer des outils nécessaires à l'agriculture ou même à la guerre ou à la chasse. Ces fonctions-là sont accompagnées du rôle de médiateur social. Quand un griot, un Nyamakala va s'adresser à un chef de village pour lui dire de pardonner ou de mettre fin à telle discorde entre lui et tel membre de la communauté, le chef de village l'écoute attentivement et va acquiescer à sa demande. De l'autre côté de la région de Mopti, par exemple, il y a certains sages qui, en raison de leur honorabilité, en raison du respect que leur goût toute la communauté. Nous allons parler de ces chefferies-là tout de suite, mais avant de parler de ces chefferies, vous avez énuméré comme mécanisme traditionnel à caractère social le cousinage à plaisanterie. En quoi ces cousinages à plaisanterie parviennent à jouer un rôle capital dans la gestion des conflits? Le cousinage à plaisanterie est un outil extraordinaire qui permet, par exemple, à un bozo d'aller demander ce que personne ne peut demander à un dogonon, et celui-ci est obligé de l'accepter ou alors
dans le cas contraire, il violerait le pacte de sang, le pacte d'honneur qui unit ces deux communautés et qui fait leur lien de cousinage à plaisanterie. C'est donc un mécanisme qui est infaillible dans notre communauté, qui l'était, qui aujourd'hui commence à perdre tout son poids. Sinon, lorsqu'une délégation de Touaregs vient voir les Dogons pour leur dire, bon, votre conflit avec les Bambara doit cesser aujourd'hui, nous sommes arrivés aujourd'hui et nous ne retournerons pas tant que votre conflit n'a pas pris fin. Les Bozo et les Dogono vont les écouter, car ils sont frères par des liens, des pactes d'honneur, et c'est pas réciproque. Quand les Dogono font une délégation pour aller voir les Keltamachek, pour leur dire, écoutez, mettez fin à tel comportement conflictuel, ils sont tenus de les écouter et d'enterrer la hache de guerre. C'est ce qui était aujourd'hui, c'est ce qui manque aujourd'hui à notre société et qui était de rigueur hier. Moi, je ne peux pas me lever Mansouraï, aller voir un Dogon, lui demander pardon au nom d'une autre communauté, que ce soit un Bambara, un Peul, un Sassonké ou un Maraka, et que le Dogono refuse d'accéder à ma demande. Si cela arrive, ça veut dire que le cousinage à plaisanterie a perdu toute sa valeur et toute son importance. D'accord. Abdelmajid Halidou, ces mécanismes cités par vos co-débatteurs sont-ils pris en compte dans vos approches? Merci beaucoup. Permettez-moi de rappeler une phrase de Nelson Mandela qui dit que toute action qui n'est pas inscrite dans une vision est une perte de temps. Et les mécanismes endogènes de prévention et de gestion de conflits sont effectivement pris en compte dans le processus de paix au niveau du ministère de la Réconciliation. Et le ministère de la Réconciliation, après avoir analysé la situation de la cohésion sociale au Mali, il y a eu des recherches qui ont été effectuées. Il y a la cartographie de conflits au niveau de toutes les régions. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place, notamment des équipes régionales qui ont été mises en place au niveau de chaque région pour pouvoir travailler à déceler ces mécanismes-là endogènes de prévention et de gestion de conflits. Au niveau des communes également, il y a des comités communaux de réconciliation qui ont été mis en place. Donc, l'ensemble de ces mécanismes sont pris en compte dans les mécanismes et dans les outils du ministère de la Réconciliation. Et le ministère de la Réconciliation s'appuie sur ces mécanismes pour pouvoir effectuer son travail sur le terrain. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on voit le résultat sur le terrain? On ne va pas dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Beaucoup de choses ont marché et les résultats sont très visibles sur le terrain. Vous savez, le ministère de la Réconciliation est un ministère transversal, contrairement à d'autres ministères. Et il y a beaucoup de domaines qui touchent au domaine de la réconciliation. On ne peut pas parler des questions de sécurité sans parler de réconciliation. On ne peut pas parler des questions d'épanouissement sans parler de réconciliation. On ne peut pas parler des questions de justice sans parler de réconciliation. Donc, on ne peut pas parler d'éducation également sans parler de réconciliation. Donc, le ministère de la Réconciliation embrasse beaucoup de domaines. Ce qui fait que, dans son approche, quand on regarde les critères de mise en place des équipes régionales, c'est des personnes de légitimité qui ont été prises au niveau de chaque région, qui est composée des représentants des différentes couches. Il y a les autorités traditionnelles, notamment des chefs de village. Il y a les représentants des recoutrades, les communicateurs traditionnels. Il y a les leaders religieux. Il y a des groupements de jeunes, des groupements de femmes, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs qui sont aussi détenteurs de ces mécanismes-là qui ont été mobilisés pour pouvoir travailler au niveau régional. Est-ce que vous mettez en avant le cousinage à plaisanterie, comme il vient d'indiquer tout de suite, que ce mécanisme joue un rôle très important? Le cousinage à plaisanterie, les pactes sociaux sont tous des mécanismes sur lesquels le ministère de la Réconciliation s'appuie
également pour faire ce travail. Quand je dis tout de suite que les équipes régionales, parmi les équipes régionales, il y a les communicateurs traditionnels, il y a les griots, il y a les chefs de village, les autorités coutumières. Donc, c'est pour pouvoir mettre en valeur ces mécanismes traditionnels-là dans le travail de la réconciliation. D'accord. Quel rôle jouaient les chefferies villageoises et les tribunaux coutumiers dans le mécanisme de réconciliation? Je pense que vous allez devoir me reposer la question prochainement parce que je voudrais rebondir sur des choses. Allez-y. D'abord, la réponse donnée par M. Sango à la question sur le cousinage à plaisanterie, c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Quand vous regardez un peu la manière dont la société malienne est composée, on voit qu'il y a des groupes ethniques, on voit également qu'il y a des familles qui vivent à l'intérieur maintenant de ces groupes ethniques vivent à l'intérieur de ces familles. Vous prenez une famille, par exemple, vous trouverez que ce que nous appelons la parenté à plaisanterie. Dans cette parenté à plaisanterie, nous allons déceler 3 éléments fondamentaux. Le premier élément à déceler ou à identifier, c'est d'abord ce que nous appelons le Nimogoya. Le Nimogoya, c'est-à-dire que les mécanismes qui existent entre, par exemple, les frères et sœurs des conjoints et qui permet maintenant de faire de la médiation pour les couples. C'est-à-dire que quand il y a des conflits entre l'homme et sa femme, généralement, ce sont les Nimoroni qui interviennent pour essayer de régler alors ces différends-là avant que ça ne dégénère. Autre chose que je pourrais dire, c'est également le modéen. Le fait, par exemple, que vous vivez dans la grande famille avec votre père et votre grand-père, le grand-père peut s'énerver contre votre père. Et vous, en tant que mondé, vous allez intervenir pour dire, oui, le petit-fils, pour dire au grand-père, faites attention, n'insultez pas mon père devant moi. Vous le faites en jeu et ça permet encore d'apaiser la situation. Autre chose que nous pouvons dire par rapport à cela, c'est aussi le Kanimania qui existe, qui est un système de gestion qui existe. Mais le Kanimania, c'est-à-dire que la relation qui existe entre les cousins, c'est-à-dire les enfants de la mère et de leurs oncles, c'est-à-dire que les frères de la mère. Donc ça, ce sont des systèmes qui existent et qui sont également efficaces parce que ça permet toujours de tisser encore la relation sociale qui avait toujours demeuré dans la famille. Autre chose que nous pouvons dire, au-delà de cela, c'est le cousinage. Comme il a dit, il y a une image qui m'a vraiment impressionné il y a de cela quelques semaines. Lorsque le groupe Dana Amasagu a appréhendé un combattant d'un groupe armé terroriste qui était un bozo, ils ne l'ont pas tué. Ils ont juste réuni les bozos de la communauté et les remettre les fesses pour dire que celui-là c'est un esclave, on ne peut pas le tuer. Parce que là, il y a les pactes sociaux qui existent entre eux et qu'il faut vraiment maintenir. Mais ce que le ministère de la Réconciliation est en train de dire, moi je trouve que c'est bien. Parce que là, il est en train d'évoquer ce qu'il est en train de faire sur le terrain. En parlant de l'efficacité, mais on voit rarement cette efficacité. À titre d'exemple, quand le ministre même qui s'est déplacé à un moment donné à Nyono, pour signer un accord entre les groupes professionnels, les groupes, les Donzo et autres. Là. Mais on a vu, la semaine qui a suivi, il y a eu un éclatement entre ces différents groupes. Ce qui veut dire que les mécanismes... Je mets en doute, c'est-à-dire que l'approche du ministère de la Réconciliation et aussi les différents mécanismes qui viennent de citer, parce que ces mécanismes-là ne sont efficaces que dans le cas des conflits miniers. Est-ce que le ministère a pris en compte, par exemple, un système, ou bien a mis en place un système qui va permettre, par exemple, de toucher les groupes armés terroristes? Parce que ce que nous voyons ici, dans la communauté, cette manière de conflit a toujours existé au Mali. Et qui a été toujours gérée d'une manière ou d'une autre par ces mécanismes traditionnels dont on est en train de parler. Mais ce qui a dégénéré et la crise que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a eu des étrangers qui sont venus, qui sont inconscients, ce n'est pas une insulte, c'est une manière de parler, qui sont inconscients de ces mécanismes-là, qui ne connaissent pas la valeur de ces mécanismes-là. Donc c'est pourquoi ils sont en train de la piétiner. Quand la crise a éclaté, j'étais avec un ami qui m'a dit, Dogoni, si vous voyez que le Mali s'est retrouvé dans cette situation, ce qui veut dire que votre cousinage à plaisanterie est arrivé à ses limites, tout simplement parce que les gens qui sont venus ne connaissent pas la réalité socio-culturelle du Mali et de la valeur dont Sango parlait tout de suite là. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de limites. Et les équipes régionales d'appui à la réconciliation dont il parle, les erreurs. Moi j'ai rencontré certains des membres dans une région.
ils m'ont avoué beaucoup de choses. Ces gens-là travaillent dans l'insécurité totale. À titre d'exemple, l'équipe de Gao qui était partie à Bamba a été enlevée pendant 2 ou 3 jours par ces gens-là. Ce qui veut dire qu'ils travaillent, mais ils ne sont pas en sécurité sur le terrain. Donc les réalités sont connues et il faut vraiment parler de ces réalités-là et aussi dire que aujourd'hui, avec la justice conventionnelle qui est en train de piétiner également sur l'effectivité de ces mécanismes traditionnels de gestion des conflits, fait aujourd'hui que ces mécanismes-là, dans la plupart des cas, ne peuvent plus jouer clairement le rôle de réconciliateur parce que tout simplement, ces mécanismes ne sont pas efficaces lorsqu'on parle de coups et de blessures. Sidi Oumar Sango, les mécanismes du ministère de la Réconciliation sont mis en cause par Yacouba Dogoni. Êtes-vous d'avis avec lui? Je voudrais d'abord saluer tous les efforts mis en œuvre par le ministère de la Réconciliation nationale, chargé également de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Mais je voudrais également dire que dans le genre de conflits, de crises multidimensionnelles que traverse notre pays aujourd'hui, les mécanismes traditionnels de règlement des conflits ou de prévention à eux seuls ne suffisent plus. Il faut y ajouter une dimension beaucoup plus internationale, en mobilisant aussi des communicateurs des pays de la sous-région qui ont certainement d'autres coutumes, d'autres valeurs, mais qui sont identiques aux nôtres simplement dans leur mise en œuvre. Il y a certainement des préceptes différents. Je suis d'accord avec Yacouba Fomba que la dimension... Yacouba Dogoni. Pardon? Yacouba Dogoni. Yacouba Dogoni, oui. Celui qui vient d'intervenir tout à l'heure, non? Tout à fait. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle d'insuffisance des mécanismes traditionnels aujourd'hui par rapport à l'envergure et à l'ampleur de la crise que nous traversons. Mais il serait important de renforcer justement ces mécanismes-là. Et le premier acte qu'il faut poser, c'est faire en sorte qu'au niveau national, l'ensemble des acteurs, des médiateurs sociaux, l'ensemble des communicateurs traditionnels du Mali, l'ensemble des autorités, légitimités traditionnelles et autorités coutumières, l'ensemble des leaders religieux, toutes religions confondues, Église catholique, Église protestante, et bien sûr l'islam, qu'ensemble nous puissions parler d'une même voix et nous adresser aux acteurs de cette crise dimensionnelle d'une seule voix à travers le même message, le retour à nos valeurs ancestrales, le retour à l'humilité, au pardon, au vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion. Le message peut passer aujourd'hui parce que nous disposons d'éminemment de moyens de communication, d'outils de communication modernes, les radios, les télévisions, mais bien sûr tous les outils que nous développons sur Internet qui peuvent nous permettre d'atteindre au maximum, même les groupes terroristes, les sensibiliser, leur parler dans des langues qu'ils comprennent et leur délivrer des messages afin qu'ils reviennent à la raison. Cela est possible. Moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, le Recotrad qui a été évoqué tout à l'heure, le réseau des communicateurs traditionnels du Mali, est déjà sur le terrain depuis plusieurs années. Ils ont pu contribuer à mettre fin à plusieurs conflits communautaires au niveau de la région de Mopti, au niveau de la région de Gao, au niveau de la région de Tombouctou. Ils ont pu mettre fin à des conflits entre cultivateurs et éleveurs qui étaient opposés pour des destructions de champs ou pour l'espace même où les animaux viennent paître. Les Yamatala ont intervenu également pour mettre fin à plusieurs crises sociopolitiques qui opposaient des acteurs de la vie politique nationale. C'est pourquoi moi je salue aujourd'hui la semaine nationale de la réconciliation qui a été initiée par le ministère du même nom. Et cette semaine ne doit pas réconcilier simplement les acteurs des conflits intercommunautaires ou des acteurs des conflits liés à la crise dans le Nord. Vous savez aujourd'hui que la crise elle est éminemment politique aussi. Et nous sommes dans un processus de transition et les acteurs politiques du Mali aujourd'hui sont dos à dos, sont à couteau tiré et les mécanismes de réconciliation doivent les concerner également, car avant tout,
il reste les acteurs de la scène politique et il reste donc les acteurs qui vont prétendre diriger notre nation dans les années à venir. D'accord. Abdelmajid, dites-nous, vous venez d'écouter les deux précédents, ils tous parlent du même langage. Il faut une dimension holistique, globale. Avez-vous fait une évaluation de vos mécanismes sur le terrain? D'abord, je voudrais apporter quelques éclaircissements. Quand M. Dokounou dit que le ministre de la Réconciliation lui-même a signé des pactes avec des acteurs, le ministre n'a pas signé de pacte. Le ministre a effectué des missions de sensibilisation sur le terrain. Le ministre a intervenu pour apaiser le climat de tension entre des acteurs, mais le ministre n'a pas procédé à des signatures de pactes avec des acteurs. Il a assisté à une négociation d'accord entre les groupes à Nyono. Le ministre n'a pas assisté. Je ne me rappelle pas exactement de la date, mais le ministre intervient pour aplanir une situation ou bien pour calmer des tensions. Assister, c'est quand quelqu'un n'a pas le choix et qu'on l'appelle ou qu'on l'invite. Sur place ou non? Mais le ministre lui-même qui prend l'initiative d'aller intervenir entre les acteurs pour aplanir des situations conflictuelles pour que l'accalmie puisse revenir dans certains endroits. Et ce n'est pas qu'au centre. Le ministre a-t-il assisté à cette signature, négociation ou pas? D'accord. Je dis le mot assister est un peu... un peu réducteur. On ne va pas dire que le ministre a assisté. On assiste quand on appelle quelqu'un, on l'invite pour venir assister à quelque chose. Ce que je dis, c'est que c'est le ministre même qui prend des initiatives pour intervenir là où il y a des tensions. Dr Bouzy avait fait avant dans lui. Ses interventions, il avait participé à dans ses interventions de et de Massina avant lui. Et dans ses interventions, c'est pour chercher à amener les acteurs dans des situations, à amener le conflit, et à aplanir les relations entre les différents acteurs et poursuivre le processus de paix. Et ce qu'il y a, j'ai compris qu'il y a un problème de compréhension du rôle fondamental même du ministère de la Réconciliation. Pas du tout. Et le rôle fondamental du ministère de la Réconciliation, c'est d'organiser le domaine de la réconciliation, faire en sorte que les acteurs, les intelligences dont on a cité, et les légitimités traditionnelles et tous ceux qui sont censés conserver cette culture-là que nous avons, de pouvoir se mettre ensemble pour contribuer au sein d'une équipe organisée et structurée et pour pouvoir travailler à ramener la paix et la cohésion sociale. Tout compte fait, le ministère de la Réconciliation compte organiser une semaine nationale de réconciliation. Comment cette semaine va-t-elle se dérouler? Alors, la semaine nationale de la réconciliation est prévue du 15 au 21 septembre et elle est placée sous le thème de « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Donc cette semaine enregistre beaucoup d'activités. Il y a, comme je l'ai dit, du 15 au 21 septembre. Donc il y a la cérémonie d'ouverture officielle du lancement de la semaine sous la haute présidence du président de la République. Et les invités, c'est l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer et c'est au niveau national. C'est l'ensemble des acteurs, l'ensemble des Maliens qui peuvent apporter quelque chose comme activité, comme effort à faire dans le cadre de la réconciliation nationale. Donc il y a les hommes de culture, il y a les hommes de médias, il y a les autorités traditionnelles, il y a l'ensemble des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été rencontrés et il y a une commission qui a été mise en place. Et cette commission est composée de pratiquement tous les départements ministériels. Et en plus, il y a des personnes qui ont été rencontrées. Dans les zones de conflit, est-ce que les deux tendances seront invitées?
Dans les zones de conflit, je n'ai pas compris. Notamment dans le cercle de Nyono, ou cultivateurs et éleveurs, ou Bozo et autres. Je tiens à préciser que la Semaine nationale n'est pas une activité pour uniquement amener les zones de conflit qui intéresse uniquement les zones de conflit. Mais c'est une activité, comme je l'ai dit, nationale, qui couvre l'ensemble du pays et qui concerne l'ensemble des Maliens. Qu'est-ce qui sera dit? Et ce qui sera dit, ça sera dit à partir du lancement de la Semaine nationale jusqu'au 21 septembre. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est plusieurs activités qui sont prévues. Et parmi les activités prévues, il y aura des activités sportives, il y aura des activités éducatives, il y aura la culture, il y a aussi des activités, des émissions télé, il y a également la lecture de Coran, des prêches, des conférences, diffusion de messages de paix et de réconciliation. Il y a l'organisation des caravanes d'information et de sensibilisation, l'organisation de journées culturelles dans toutes les régions du Mali, ainsi que dans les ambassades. Il y a la participation aux émissions radio, aux émissions télé. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues tout au long de la semaine. Et la Semaine nationale concerne l'ensemble des Maliens. Sango, vous venez d'écouter, il y aura des activités folkloriques. Est-ce que ce n'est pas une semaine de trop, selon vous? Sango, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Voilà, vous venez d'écouter les activités qui vont être organisées au cours de la Semaine nationale de réconciliation. Oui. Comment vous comprenez? Est-ce une semaine de trop ou une semaine qui va vraiment contribuer à la réconciliation nationale? Je ne pense pas que ce soit une semaine nationale de trop. Je pense que si cette semaine nationale de la réconciliation n'existait pas, il aurait fallu l'inventer de toutes pièces et très rapidement. Et je pense que les activités qui sont prévues dans le cadre de cette semaine peuvent vous permettre de mobiliser davantage l'opinion publique malienne et internationale autour de la crise que nous traversons, peuvent contribuer à enclencher plusieurs processus de réconciliation, comme l'a dit mon père du ministère. Il ne s'agit pas seulement des régions en crise, il s'agit de réconcilier les cœurs et les esprits de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, afin que le nouveau Mali que nous souhaitons, le Mali refondé, puisse être une réalité à travers nos actes, nos comportements et nos attitudes. Et ces attitudes-là doivent être cimentées par l'unité nationale, par la cohésion sociale, par la paix des cœurs et des esprits. Mais Sango, les activités qui viennent d'être citées, est-ce que c'est les activités qui sont attendues par... qui répondent aux besoins, aux aspirations du peuple? Je pense qu'en impliquant les leaders religieux, parce qu'il a parlé de lecture du Coran, il a parlé d'autres activités sur les médias, radio, télévision, les réseaux sociaux. Je pense que si on impliquait effectivement, comme le ministère le souhaite, l'ensemble des acteurs, notamment les communicateurs traditionnels du Mali, les leaders religieux, les légitimités traditionnelles, toutes les personnes, les leaders d'opinion, les maîtres de la parole dans tous les secteurs de notre vie nationale, nous pouvons faire de cette semaine un événement qui pourra donc faire le déclic dans le subconscient de toutes les Maliennes et tous les Maliens, afin que chaque année, chaque Malien se sente responsable en tant que tel de la réussite du processus de réconciliation entre nos communautés, entre les acteurs politiques, entre les acteurs même culturels, parce qu'aujourd'hui, au niveau même du monde de la culture, il y a beaucoup de conflits entre les acteurs. D'accord. Je pense que tous les secteurs de notre pays ont besoin... Vous aurez la parole tout de suite, Dr Yacouba Dogoni. Est-ce que le défi à travers une telle initiative, le défi de réconciliation peut-il être relevé? Pourrait-il être relevé? Je pense que moi je suis pessimiste parce que nous l'avons fait plusieurs fois et les vrais acteurs du conflit ne sont pas intégrés dans ces semaines, dans ces différentes activités. Comment faut-il les intégrer? Moi je pense qu'il faut repenser les approches.
l'approche que le ministère a entreprise, c'est une bonne approche. Parce que ça permet quand même aux gens qui se connaissent déjà de s'en parler. Mais les gens qui ne se connaissent pas, comment est-ce qu'on va les mettre dans cette fourchette maintenant pour les permettre vraiment de participer pleinement à ces activités-là? D'ailleurs, les activités folkloriques, ce sont des activités qui sont combattues par les acteurs en face de notre armée. Ils n'aiment pas ces genres d'activités. Maintenant, mais je pense qu'il faut déjà repenser cette approche-là, qui est une approche, moi je pense que c'est une approche interne de la gestion des conflits ou des réconciliations internes, mais ça ne permet pas vraiment d'intégrer tous les acteurs du conflit. Et je veux dire, ce qu'il faut faire, le premier travail qu'il devrait faire, c'est de faire un ciblage, c'est-à-dire que voir maintenant les gens qui sont là, parce que dans tout conflit, il y a ce que nous appelons les acteurs directs du conflit et les acteurs indirects du conflit. La plupart des cas, vous trouverez qu'il y a des acteurs indirects du conflit qui résident à Bamako, qu'il faut identifier et les faire participer à cette semaine de réconciliation. En 30 secondes, comment consolider les acquis de réconciliation? Alors, la Semaine nationale de la réconciliation est une activité inclusive qui appelle tous les Maliens à venir s'investir pour aller dans la voie de la paix. Okay. L'ensemble des Maliens ont été invités. Le ministre est sorti pour lancer un message à l'ensemble des Maliens. On a plus le temps, malheureusement. Et je voudrais terminer juste pour dire que nous sommes dans une situation où le Mali a besoin de l'ensemble de ses fils pour pouvoir sortir de cette situation. C'est sur ce message, je suis désolé, malheureusement, c'est sur ce message que prend fin le grand dialogue qui réfléchissait sur le mécanisme qui existait pour réussir la réconciliation au Mali. Et nous étions avec Abdul Majid Halidou du ministère de la Réconciliation nationale, Oumar Sidi Sango, communicateur traditionnaliste, et Dr Yacouba Dogoni, sociologue, à la coordination de ce débat à Mariam Maïga. Je suis Mrana Kilo Maïga. À demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.